Bien, bonjour, c'est Lex pour Animaré et donc aujourd'hui je voulais t'expliquer comment obtenir ton BAFA ou disons du moins comment mettre toutes les chances de ton côté pour obtenir ton BAFA. Alors cette vidéo c'est la suite d'une précédente que j'avais tournée qui s'appelait Passer son BAFA et dans celle-là je reviens un petit peu en détail sur les différentes étapes qu'il y a pour passer ton BAFA, hein. Il y a trois étapes principales, plus ces critères de validation et tout. Et donc justement, au-delà d'avoir détaillé les différentes étapes, maintenant ce que je voudrais faire, c'est revenir avec toi sur comment réussir ces différentes étapes. Maintenant, si t'as pas regardé la vidéo précédente et qu'elle t'intéresse sur les différentes étapes, comment se déroule le BAFA, je te conseille d'aller la regarder maintenant, de mettre cette vidéo en pause et on se retrouve juste après pour la suite. Et donc ici, ça va être comment obtenir son BAFA. Donc ici, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est deux choses. C'est que les organismes de formation BAFA, il y en a plusieurs. Ils n'ont pas tous les mêmes valeurs et les mêmes façons de faire, mais ils ont quand même une base auprès de laquelle ils ne peuvent pas déroger. Cette base a été fournie par Jeunesse et Sport. Jeunesse et Sport, c'est les services d'État gérant l'animation au service national. Et donc tous les organismes de formation doivent faire tendre vers ces objectifs qui ont été sortis par Jeunesse et Sport. Et maintenant aussi les organismes, donc organisateurs de séjours sur le terrain, qui font passer des stages pratiques aux personnes stagiaires passant le BAFA, doivent eux aussi évidemment répondre à ces objectifs qui ont été sortis par Jeunesse et Sport. Et donc ça c'est commun à tous les organismes, donc je disais de formation ou organisateurs de séjour qui prennent des stagiaires en formation. Mais par contre la différence derrière c'est que chaque organisme, aussi bien formateur qu'organisateur de séjour, chaque organisme va avoir ses propres critères de validation. Jeunesse et Sport lui laisse ses propres critères. Et donc moi ici ce que je vais faire, c'est que je vais revenir avec toi sur les objectifs sortis par Jeunesse et Sport, qui sont communs à tout le monde. Et après ce que je vais faire, je vais te faire un résumé des critères de validation. Un résumé de ce qui est commun à chaque organisme validant des parties de stage BAFA, donc qui sont soit la base, soit le stage pratique, ou soit le PER, ou qualif. Premièrement, les objectifs de formation édités par Jeunesse et Sport. Donc il y a deux volets. Un, ça va être préparation de l'animateur, donc ça va être ce que l'organisme va vouloir, enfin, ce que Jeunesse et Sport va vouloir qu'on t'apporte. Et deuxièmement, ça va être d'accompagner l'animateur vers le développement d'aptitudes, donc c'est-à-dire toi tu vas avoir des capacités qui sont intrinsèques et qui t'appartenaient déjà, et nous en tant qu'organisme de formation, tout ce qu'on va faire c'est essayer de te les faire développer pour qu'ensuite tu puisses les réappliquer sur le terrain. Donc premièrement, préparer l'animateur à exercer les fonctions suivantes. 2 points. Assurer la sécurité physique et morale des mineurs, en particulier les sensibiliser dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet pédagogique aux risques liés selon les circonstances et aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux liés à la sexualité. Un gros parpaing que je vais dégrossir un peu. La première chose qu'on va te demander au BAFA et auquel on va te former, hein, et principalement en centre de formation et aussi sur le terrain quand tu vas faire ton stage pratique, ça va être d'assurer la sécurité des jeunes. Alors la sécurité, elle peut se voir sur plusieurs points. Donc Jeunesse et Sport a mis la sécurité physique et morale. Moi je rajouterais quand même derrière la sécurité affective. Je ferai une vidéo spéciale sur les différents types de sécurité, mais en gros, ce qu'on va te demander, toi, c'est de faire en sorte d'adapter tes pratiques ou de prendre en compte que les jeunes, on va te les confier et que il faut qu'ils reviennent à minima au moins dans le même état, que ce soit physique ou mental, qu'on te les a confiés. Tu peux pas les rendre plus abîmés aussi bien physiquement que psychologiquement ou mentalement. Enfin, ça peut arriver, hein, mais que ce soit de l'accident, que ce soit pas quelque chose qui soit volontaire et prévu de par ta personne. Et quand on parle de sécurité, après il y a aussi toute une partie sensibilisation, prévention. Et donc on va donc ici parler des risques que peuvent rencontrer les jeunes
Parce que oui, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que t'as pas que dans l'animation, t'as pas que les nanas qui ont 3 ou 4 ans. Des fois, t'as des jeunes qui sont un peu plus vieux, qui ont passé 15 ans, donc entre 15, 17, voire bientôt proche de la majorité. Et donc, du coup, tu peux avoir des problèmes de sexualité avec eux. Donc, quand je dis des problèmes, c'est-à-dire que eux, ils vont vouloir découvrir ce que c'est, découvrir ou redécouvrir, enfin bref. Et donc, du coup, nous, on a un travail de prévention à faire avec ces jeunes-là. Et aussi, on peut voir ça hein, sur plein d'autres aspects pardon, que la sexualité, notamment face aux conduites addictives, c'est-à-dire on peut voir ça au point de vue des drogues. Il y a des jeunes qui fument des joints, avec des clopes aussi, mais donc ils ont des conduites addictives, voire qu'ils peuvent avoir des problèmes d'alcool ou de toute autre substance stupéfiante ou psychotrope. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui va être dépendance aux écrans, hein, la télé, la tablette, le téléphone, les jeux vidéo, un petit peu tout ce qui peut proposer des conduites addictives et aussi des fois ça peut être au niveau de l'alimentaire. Il y a des jeunes qui sont suraddicts aux produits sucrés ou aux boissons énergisantes et ça peut leur apporter des risques et donc nous on a un travail à faire là-dessus. Et tout ça lié dans ce qu'on appelle un projet pédagogique. Je vais y revenir un petit peu plus tard sur le projet pédagogique, mais en gros, pour faire simple, un projet pédagogique, c'est comment ça va se passer sur le terrain. Tous ces jours ou même centre de formation doit avoir un projet pédagogique, donc c'est-à-dire pendant cette formation on voudrait que ça se passe comme ça, ou alors pendant ce séjour, que ce soit un centre, une colo ou une classe, on voudrait que ça se passe de telle ou telle manière et on va se fixer des objectifs et on va se donner des moyens ici pour essayer d'atteindre nos objectifs. Mais donc derrière tous ces points, ces objectifs pédagogiques, on va pouvoir travailler notamment les risques de conduites addictives ou les problèmes de sexualité. On va pouvoir justement s'appuyer sur un projet pédagogique, donc c'est-à-dire dire en amont comment est-ce qu'on va faire pour aborder ces points-là. Et donc en gros, même dans le projet pédagogique, ça va être en amont comment est-ce qu'on va faire pour adopter, pour parler, pour mettre en place la sécurité des jeunes. Ensuite, deuxième point, ça va être participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs. Alors, les différents acteurs. Bon, déjà c'est simple, il y a le public que tu vas encadrer. Sur le terrain, hein, avec le public, on va te préparer à ça en centre de formation. On le fera aussi en stage pratique, mais on va aussi le faire en centre de formation, donc que ce soit en base ou en pair ou en qualif. Et donc, du coup, les acteurs sont principalement les jeunes que tu vas encadrer ou le public. Et donc ces jeunes vont avoir des relations avec leur équipe pédagogique. Donc l'équipe pédagogique, c'est leur équipe d'animation plus leur équipe de direction. Ils vont aussi avoir des relations avec les parents, qu'on soit en centre ou en colo ou même en classe. Il y a un moment ou un autre, les parents déposent les enfants ou les jeunes et viennent les récupérer, quelle que soit la manière dont c'est fait. Il va y avoir aussi les prestataires avec lesquels vous allez travailler, donc ça peut être très bien être des intervenants qui viennent pour faire des activités particulières, je sais pas, ça peut être de l'équitation, du cirque, ou alors des partenaires que vous allez vous rencontrer, donc ça peut être aller au bowling, au cinéma, dans un parc d'attractions, à la piscine, donc il va bien avoir des personnes avec lesquelles le groupe va rentrer en interaction. Et après, on peut aussi avoir des mairies, des partenaires, d'autres centres, des écoles, les voisins. Tout ça, ça va être des acteurs qui vont graviter autour du séjour et avec lesquels on va avoir des relations. Et donc, ce à quoi on va te préparer en formation et sur le terrain, ça va être de communiquer avec ces personnes-là, parce que forcément, il y a un moment où si on agit avec eux, il va falloir communiquer. Et donc, on te montrera les différentes façons dont on peut faire ça. Et aussi, comment est-ce qu'on met en place des accueils entre ces différents acteurs, donc c'est-à-dire par exemple entre le groupe et les parents qui viennent les récupérer, ou alors entre la colo et une mairie qui vient pour voir si oui ou non elle va décider de créer un partenariat avec. On va toujours essayer d'accueillir les gens. Et que ce soit en termes d'accueil ou en termes de communication, en fait, pour faire simple, c'est quelle image on va renvoyer. Donc cette image, elle peut ou pas être tourner autour d'une activité, mais c'est pas obligé. Mais on va travailler là-dessus, c'est comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on véhicule des idées, comment est-ce qu'on partage avec ces personnes-là qui gravitent autour du groupe, autour du séjour.
Troisième point, ça va être participer au sein d'une équipe à la mise en place d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. Donc, tout organisme, qui soit de formation ou de mise en place de séjour, mais là on va surtout parler des organismes de mise en place de séjour, ils vont tous avoir un projet éducatif. Le projet éducatif, pour faire simple, c'est ce qui va être commun à tout l'organisme. Maintenant, l'organisme peut avoir différentes antennes. Je vais dire n'importe quoi, un organisateur de colo peut avoir 3 centres où il accueille des colos. Et bien dans ces 3 centres différents, ils vont avoir les mêmes objectifs éducatifs, le même projet éducatif qui va être celui de l'organisme et qui va dire « Moi, dans tous mes séjours, je voudrais que ça se passe comme ça. Je voudrais qu'il y ait ça, ça, ça de mis en place et qu'on travaille ça, ça, ça. » C'est obligatoire, il y en a dans tous les organismes. Ensuite, au sein de chaque antenne, donc je reprends mon exemple de la colo, du centre de l'organisme qui a plusieurs colos, chaque colo va pouvoir avoir un projet pédagogique qui va être propre à ce séjour en particulier, qui ne dépend pas des autres séjours, même s'ils sont à l'interne du même organisme. Ce projet pédagogique, il sert à dire, bon voilà, on a le projet éducatif et on va l'appliquer comme ça. Et on va peut-être pas prendre tous les points du projet éducatif, on va en prendre quelques-uns et on va essayer de les appliquer comme ça, de telle manière, on va se donner des objectifs. Pour se donner des objectifs, on va se donner des moyens et on va aussi se donner des façons de l'évaluer. Et derrière tout ça, c'est ce que nous, on va essayer de travailler au sein de ce séjour, que ce soit une colo, encore une fois, une classe ou un centre. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place au sein du séjour et avec les jeunes. Maintenant, toi, dans le cadre de ta formation BAFA, pendant ton stage pratique, à la mise en œuvre d'un projet pédagogique découlant d'un projet éducatif. Et toi, on va te demander de t'investir dedans. Après, ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans, c'est qu'il y a un cadre donc réglementaire. Et donc ce cadre réglementaire est fourni par Jeunesse et Sport. Et donc ce qui veut dire qu'il y a des lois et on ne fait pas n'importe comment dans l'animation. C'est pareil, les cadres législatifs, je reviendrai, je ferai des vidéos spéciales dessus. Ensuite, point suivant, quatrième, encadrer et animer la vie quotidienne et les activités. Alors, vie quotidienne, activité, moi je rajouterais même la vie collective. Mais pour faire simple, bon, je pense qu'activité c'est clair pour tout le monde. Donc c'est soit tu es en train de faire un jeu, soit tu es en train de faire un chant, soit une activité manuelle, ou d'aller consommer une activité en extérieur, ou consommer une activité qu'on t'a apportée sur ton centre, enfin bref. Mais donc il n'y a pas que ça dans l'animation, tu as ces moments d'activité, mais tu passes pas d'une activité à une autre en claquant des doigts et entre les deux tout le monde a fait un micro-coma et les activités s'enchaînent. Non, entre les deux il y a tout ce qu'on va appeler les moments informels. Et donc ces moments informels, donc ça va être manger avec les gamins à table ou prendre le goûter, ça va être se déplacer du centre à l'arrêt de bus, ça va être aller s'occuper de l'hygiène, donc ça peut être de la douche ou du passage aux toilettes, ça va être reprendre un comportement qui soit individuel ou collectif des jeunes parce qu'il faut intervenir. Enfin bref, c'est tous les moments qu'on dit informels qui sont annexes à l'activité, ils sont à côté. Et tout ça, on va t'y former aussi bien en centre de formation que sur le terrain, on va te montrer ce que c'est, on va te donner des billes pour pouvoir t'y préparer. Aussi bien aux activités que tous les moments entre les activités. Enfin, cinquième et dernier point dans la préparation de l'animateur, donc c'est préparer l'animateur à accompagner les mineurs dans la réalisation de leur projet. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jeunesse et Sport avait prévu le fait que les jeunes ne sont pas que de simples consommateurs d'activités et que eux aussi peuvent très bien avoir des envies et de vouloir les mettre en place, et nous à un moment notre rôle ça va être de les accompagner. Donc il peut y avoir tous les extrêmes, hein. Ça peut aller aussi bien du l'été prochain nous on veut partir en Toscane et aller visiter cette région qui est dans un pays étranger. Et donc on est au mois d'octobre, le voyage est prévu pour le mois de juillet et on va se donner d'octobre à juillet pour dire d'organiser ce projet, de se préparer, de prendre des contacts, de trouver des financements, réserver tout ce qu'on veut prendre, et ça fait par les jeunes. En général on voit ça donc plutôt dans les centres aérés ou centres sociaux où les jeunes reviennent régulièrement dans la même structure tout au long de l'année.
Enfin bref, ça peut être des projets sur très long terme, comme on peut aussi avoir des projets sur très court terme qui peuvent être tout simplement, ça peut être les jeunes qui vont dire bah nous on a envie de jouer au facteur, ah bah qu'est-ce que c'est, ça, un quart d'heure de prépa, on les accompagne et tout de suite après on joue au facteur dans le quart d'heure qui suit. Donc ce qui veut bien dire par là que Jeunesse et Sport, donc l'État français avait bien pris en compte que les jeunes ne sont pas que des simples consommateurs d'activités, mais qu'ils ont peut-être aussi envie de créer leurs propres projets, leurs propres activités au sein de leurs propres vacances. Voilà, donc ça c'était pour ce qui est sur la partie de préparation de l'animateur. Ensuite on va passer sur le deuxième volet édité par Jeunesse et Sport, qui va plutôt être dans le développement des capacités de l'animateur. Donc premièrement sur ce point-là, ce qu'on va voir, c'est d'accompagner l'animateur dans le développement d'aptitudes lui permettant de transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, premièrement, on est en France, la France est une république, et l'État français a voulu qu'au sein des accueils collectifs de mineurs, on véhicule les valeurs de la République française, liberté, égalité, fraternité, de mettre en pratique des actions en cohérence avec ces valeurs-là. Aussi peut-être travailler des aspects citoyens avec les jeunes et notamment leur faire approcher ce que c'est que la démocratie, la vraie, et voire même faire participer ou proposer aux jeunes de mettre en place des actions, voire même de les faire choisir leur avenir au sein, bien évidemment, de leur séjour de manière démocratique. Et aussi, notamment, on parle de laïcité. Alors, c'est dans l'air du temps, hein, mais c'est pas prôner la laïcité comme une valeur, c'est-à-dire où non, les religions c'est pas bien et il faut être républicain et citoyen. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que on a tous le droit d'avoir nos propres convictions, mais dans nos relations, nos interactions les uns avec les autres, aussi bien chez les adultes que chez les jeunes, ça va être les valeurs laïques qui vont prôner. Donc, c'est-à-dire que quelles que soient tes convictions religieuses ou spirituelles, et c'est pas ce qu'on va mettre en avant dans les relations que tu vas avoir avec les autres au sein de cet accueil collectif de mineurs. On va tous partir du principe où ce sont des convictions personnelles et ce n'est pas comme ça qu'on va traiter la régulation du groupe. Il ne va pas y avoir de privilèges ou de mise à l'écart par rapport aux convictions qui concernent chacun et chacune d'entre nous. Deuxième point dans l'accompagnement de l'animateur, ça va être situer son engagement dans un contexte social, culturel et éducatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier où est-ce qu'on est et dans quel environnement on se situe et aussi de quel environnement sort l'individu ou le groupe que tu vas encadrer. Parce que tu ne pourras pas, même si tu le veux, tu ne pourras pas agir exactement de la même façon avec des jeunes qui vont sortir du 4e arrondissement de Paris qu'avec des jeunes qui sortent de la Goutte d'Or. Pour moi, il y a ni bon ni mauvais, et il n'y a ni plus facile ni plus difficile, c'est juste que c'est complètement différent parce que ces individus ne sortent pas du même milieu. Et bon voilà, je veux pas trop m'étaler là-dessus là maintenant, mais ce qui va conditionner les individus, et a fortiori les groupes, c'est l'environnement, le milieu duquel ils sortent. Et donc, ce qui veut dire aussi que peut-être, et il faut savoir l'accepter aussi, il y aura peut-être des publics avec lesquels tu seras moins compétent qu'avec d'autres, et inversement, il y aura peut-être d'autres publics avec lesquels tu seras beaucoup plus cohérent et légitime pour les encadrer. Mais ce qui veut dire surtout qu'il faut adapter ces pratiques par rapport aux individus et au milieu duquel ils sortent. Troisième point dans l'accompagnement de l'animateur, c'est construire une relation de qualité avec les membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elles soient individuelles ou collectives, et de veiller notamment à prévenir toute forme de discrimination. En fait, là ici on est tout simplement en train de parler de respect. On est en train de parler de respect aussi bien de soi évidemment, hein, il ne faut pas aller faire des choses qui sont
complètement contre nos convictions, de toute façon tu ne seras pas à l'aise et tu n'y arriveras pas, ou du moins ça va se ressentir, et donc en termes de qualité ça risque d'être vite compliqué. Mais on parle donc de respect, et donc de respect forcément déjà du public que tu vas accueillir, les mineurs qu'on va te confier. Il y a un moment, il va falloir les respecter. Les respecter, ça veut dire que ça doit aller dans les deux sens. Ce que tu vas leur demander en termes de respect, ça veut dire que tu dois pouvoir leur permettre. Et on est bien en train de sous-entendre que chaque individu ou chaque collectivité a le droit d'être respecté en tant que tel. Et que de toute façon, vivre en collectivité ou passer des moments en collectivité va forcément dire qu'on va avoir des règles et qu'il va falloir les respecter à un moment ou à l'autre, que ce soit respecter l'individu ou respecter les règles qui vont régir le groupe d'individus. Et donc il y a ça pour les jeunes, et il y a aussi ça avec les collègues que tu vas avoir, donc de l'équipe pédagogique. L'équipe pédagogique, c'est à la fois la direction et l'animation. Et il y a un moment où si personne ne se respecte, ça va se ressentir chez les jeunes et vous allez avoir du mal à travailler et aller tous dans le même sens, et encore une fois à faire avancer les objectifs pédagogiques sur lesquels vous essayez de travailler. Mais donc ce que ça veut dire, construire une relation de qualité avec que ce soit avec les jeunes ou avec les adultes, ça va vouloir dire écouter les autres, leur dire les choses aussi. Ça va vouloir dire les respecter comme exiger qu'on nous respecte. Ça va vouloir dire aussi transmettre des informations, communiquer, parce que sinon ça va vite devenir compliqué, et ce qui fait vite péricliter une équipe, c'est le manque de communication, le manque de transmission d'informations. Et voilà, mais donc on va vraiment rester dans des situations, on va mettre le respect en avant, quoi. Et enfin, quatrième point dans l'accompagnement de l'animateur, c'est apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont confrontés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que chez les humains, il n'y a pas de science exacte. Évidemment, on peut trouver des schémas qui se répètent, mais tout le temps avec des variations et d'adaptations à la situation, à l'instant T à laquelle on est en train de parler. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire qu'il va falloir adapter ses pratiques. Et quelque chose qui a marché 3 fois, que ce soit une activité, un jeu, une reprise de comportement ou n'importe quoi, quelque chose qui a marché 3 fois de suite, peut-être que la prochaine fois ça ne marchera pas si on le refait exactement de la même façon, parce que tout simplement on est dans une autre situation, ou alors avec un autre individu, où c'est plus le même temps, c'est plus le même instant, de l'eau a coulé sous les ponts, on pense plus la même chose. En gros, ça demande de l'adaptation et de pas fonctionner comme des robots avec un programme tout préétabli, tout prémâché. Il faut savoir être un peu souple dans l'animation. Donc ça, c'est pour ce qui est des objectifs de formation BAFA, et que aussi bien en centre de formation que sur le terrain en stage pratique, on va t'y préparer. Ça, c'est ce que Jeunesse et Sport dit, mais entre les deux, il y a les organismes de formation et les organisateurs de séjour avec lesquels tu vas passer ton stage pratique, qui vont ou non te valider ton stage par rapport, encore une fois, à ces objectifs. Mais par rapport à ces objectifs, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont produire, éditer des critères de validation qui vont dépendre que d'eux-mêmes. D'un organisme à l'autre, les critères de validation ne seront pas les mêmes. Et donc, moi ici j'ai fait une petite synthèse des critères de validation qu'on retrouve dans différents organismes et qui devraient ici te permettre normalement, quel que soit l'organisme, que ce soit en formation ou sur le terrain en stage pratique, de valider les différentes étapes de ton BAFA. Le premier, c'est atteindre progressivement les objectifs de la formation. Évidemment, tu rentres en stage de base, c'est pas le premier jour de ton stage de base où tu vas savoir être complet et compétent sur tous ces points que je viens de citer. Maintenant, le but c'est que à la fin de la formation BAFA, donc base, pratique et perf compris, tu puisses avoir fait le tour de tous ces objectifs de formation BAFA et que tu aies bien au moins compris ce qu'on attendait de toi au niveau de ces objectifs-là. Maintenant, ce qu'on va te demander, c'est de voir une progression et que tu en aies ce souci. Aussi bien en centre de formation que sur le terrain, les personnes qui vont t'évaluer, les personnes qui vont te valider, vont chercher à savoir, 1, si tu progresses, et 2, si tu fais ce qu'il faut pour progresser, forcément. Ensuite, être assidu tout au long de la formation. Donc c'est-à-dire que déjà, premièrement, que ce soit en centre de formation, en base ou en perf ou en qualif,
ou en stage pratique sur le terrain, tu te dois d'être présent tous les jours de la formation, tous les jours ou de ton contrat si tu es sur le terrain, sauf motif exceptionnel en accord avec l'organisme. Hein, tu peux avoir une dérogation, si je sais pas, tu dois passer un examen, ou s'il y a une grosse raison personnelle, tu viens d'avoir un décès ou un drame familial de ton côté, tu peux parfois demander une dérogation. Mais hormis ce genre de cas exceptionnel, tu dois être là en centre de formation, tu dois être là tous les jours et à tous les modules de formation. Et sur le stage pratique, tu dois être là tous les jours de ton contrat parce que oui, même si tu es en stage pratique bénévole ou tu n'es pas payé, ce qui n'est pas dit, hein, tu peux très bien être en stage pratique et être rémunéré, tu dois être là tous les jours de ton contrat dans la plage horaire qui incombe à tes fonctions. Maintenant, je pense que être là présent physiquement, ce n'est pas assez. Être assidu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une présence active, c'est-à-dire en centre de formation. C'est pas juste je suis là et je fais la plante verte et j'attends que le temps passe. C'est-à-dire que je me pose des questions, j'interagis, je me sors les doigts du cul au moment où il faut me les sortir. Et ça va être un peu la même chose sur le terrain. Forcément, sur le terrain, il va y avoir une petite période d'adaptation. Si tu n'as jamais mis les pieds, on va te laisser, en toute logique, normalement, le temps de t'adapter, d'observer un petit peu comment ça se passe. Mais à un moment ou à l'autre, on va te demander de, toi, te mettre en avant et donc d'être là et d'être un relais à part entière de l'équipe. Ce qu'on va te demander, c'est justement d'avoir une participation active, de te poser des questions, de te poser et de poser les questions le cas échéant. Peut-être aussi te demander de ne pas en faire le strict minimum. De toute façon, ça se verra aussi bien sur le terrain qu'en centre de formation. Moi, les stagiaires que j'ai quand je suis formateur, je les vois bien, ceux qui veulent faire le strict minimum et ils sont juste en train de se tirer une balle dans le pied. Et sur le terrain, c'est pareil, quand je suis directeur et que j'ai des stagiaires pratiques, ceux qui essaient de se planquer derrière les autres et tout, on les voit et c'est pareil. C'est pas agir dans le sens de leurs intérêts. Mais donc, ce qu'on va te demander, c'est d'être là. Et tu auras le droit de te louper. Mais ce qu'on va te demander, c'est d'essayer. Mais tu auras le droit de te louper. Alors forcément, te louper, il y aura un seuil de tolérance plus ou moins grand selon les personnes qui vont t'évaluer. Mais on préférera toujours que tu te loupes plutôt que tu te la touches en te planquant. S'intégrer dans la vie collective, ben oui c'est pareil, ça rentre même limite aussi dans l'assiduité. La vie collective, il y a plein de façons de la voir, mais donc ça peut être aussi bien réguler les problèmes de comportement que peut avoir un groupe ou un individu hein, sur le terrain. S'intégrer dans la vie collective en centre de formation, ça peut être aussi, est-ce que tu penses aux autres? Parce que bah voilà, à un moment ou à l'autre, quand tu vas être en centre de formation, tu vas utiliser du matériel, il y aura peut-être même un pot, un coin d'accueil avec à boire et de quoi te sustenter le temps d'attendre les repas. Et il va aussi avoir du matériel normalement réparti un peu dans tout le centre de formation. Est-ce que tu laisses tout en bordel et donc les autres derrière doivent galérer à devoir ranger ton bordel avant de pouvoir travailler dans de bonnes conditions? Ou est-ce que tu penses aux autres et le gobelet ou le laisser là par terre en plein milieu quand t'as squatté 5 minutes pendant que t'étais en pause, est-ce que tu l'as pris et est-ce que t'es allé le mettre en la poubelle en se disant que bah ouais derrière il y a des personnes qui vont travailler dans cet espace là? C'est ça aussi s'intégrer dans la vie collective, c'est-à-dire penser le fait que t'es pas tout seul à ta maison, enfin quand t'es chez toi et tu fais ce que tu veux, si tu veux laisser les choses traîner ou les choses s'accumuler ou ne pas réguler ceci ou cela, c'est ton problème. Par contre, quand tu vas être en collectivité, ça va être autre chose. Et ça va peut-être même être aussi, que ce soit en centre de formation ou sur le terrain en stage pratique, ça va être de dire les choses qui vont pas, quand il y a des manquements de comportement ou de respect ou de ceci, de cela. Mais on va attendre de toi en fait que, surtout en centre de formation, et aussi sur le terrain, mais on va attendre de toi que tu te positionnes en tant qu'adulte, référent d'un groupe qui va penser à un moment ou à l'autre que les jeunes vont te prendre sans aller jusqu'au mot modèle ou exemple. Les jeunes vont faire du mimétisme sur toi et si à un moment t'es pas une personne qui prend soin de la vie en collectivité et du bien-être de chacun, que ce soit au niveau comportemental, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau logistique ou que ce soit voire même au niveau de l'hygiène, ça va pas jouer en ta faveur dans la validation ou pas du stage que tu es en train de passer pour valider ton BAFA. Démontrer des aptitudes de travail en équipe. Bah oui, parce que dans l'animation, il sera rare les fois où tu seras complètement seul. Il y aura toujours un moment ou à l'autre où tu vas devoir t'associer à des personnes pour pouvoir justement préparer un jeu ou une activité ou une sortie. Ou alors réfléchir par rapport à une situation donnée, je sais pas, il y a eu un gros problème comportemental,
vols, il y a eu des vols au sein du séjour. Et toi, on va te demander de te positionner en tant qu'anime, mais on va aussi sûrement demander de prendre une décision collective, d'équipe, et donc pour ça, il va falloir avoir une relation correcte avec tes collègues, et il va falloir justement négocier, faire du compromis, il va falloir que tu donnes ton avis, il va falloir que tu écoutes l'avis des autres, pour pouvoir justement, ce qu'il en ressort une version commune de ce travail d'équipe selon la situation que vous êtes en train de travailler. Et ça, ça peut aussi se voir en centre de formation. Soit on va poser des cas concrets, je veux dire de manière formelle, où on va vous demander de réfléchir à plusieurs entre animes, stagiaires, et comment est-ce que vous réagiriez, mais donc pour ça vous allez devoir échanger, discuter avant de redonner une version commune. Ou alors voire même des fois en centre de formation, c'est la vie en collectivité, ça se passe pas toujours super bien sur certains points. Donc par exemple, vous pourrez trouver que c'est un petit peu le bordel dans le centre de formation parce qu'il y en a qui rangent jamais le matériel qu'ils utilisent derrière eux. Et ce qu'on va attendre de toi en tant qu'anime justement, c'est que tu dises ces choses-là pour justement réguler la vie en collectivité. Un autre point, ça va être organiser, participer à la mise en place d'activités ou d'animations. Que ce soit sur le terrain ou en centre de formation, on va te demander à un moment ou à l'autre de toi préparer et de mettre en place des activités. Donc en général, quand tu es en centre de formation, les activités, le public de l'activité, ça va être les autres stagiaires. En général, on t'en demande au moins une, mais après, selon les organismes de formation, il se peut qu'on te demande plusieurs types d'activités différentes à produire en centre de formation, à préparer, à mettre en place. Et sur le terrain, on va aussi te demander au moins d'encadrer une activité. C'est la partie par rapport à laquelle les stagiaires se mettent le plus de pression quand ils sont en centre de formation, parce que forcément on va évaluer la qualité de ce qu'ils ont fait, des activités qu'ils ont produites. Des fois ils créent complètement, des fois ils font que reproduire les activités, donc toi ça va être à toi de voir selon le centre où t'es. Donc il n'empêche qu'à un moment ou à l'autre on va te demander de produire des activités à mettre en place. Et enfin, participer à la mise en place d'un projet pédagogique. Et donc ça c'est plutôt exclusivement pour ceux qui vont aller sur le terrain en stage pratique. C'est que, oui, il y a je t'expliquais tout à l'heure ce que c'était qu'un projet pédagogique. Et c'est pas parce que tu es stagiaire et que tu n'as jamais mis les pieds dans l'animation qu'on va pas te demander de participer à son élaboration et à sa mise en place. Justement, au contraire. Au contraire, on va te demander de t'y investir à ton échelle, à tes moyens, on va t'accompagner normalement. Hein. Mais on va quand même te demander de venir participer à l'élaboration de la mise en place de ce projet pédagogique qui concerne toute l'équipe pédagogique, donc c'est-à-dire l'équipe d'animation plus l'équipe de direction. Et toi, comme tu fais partie de l'équipe d'animation quand tu vas sur le terrain en tant que stagiaire pratique, on va te demander aussi de participer à l'élaboration d'un projet pédagogique. Tout ceci étant dit, je voudrais vraiment résumer la situation comme ça. C'est que vraiment le BAFA, c'est pas parce que tu payes, c'est pas parce que tu te présentes que tu l'as, c'est exactement comme le permis de conduire, c'est pas parce que tu as payé que tu vas l'avoir. Tu vas avoir des personnes entre les deux qui vont t'évaluer, et encore une fois je trouve ça tout à fait normal dans le sens où derrière il va y avoir des gamins, et ce sont quand même des vies humaines, c'est pas n'importe quoi, et donc le BAFA est fait pour que tu en prennes conscience et que derrière tu puisses mettre en place des actions qui correspondront à la mise en place d'un projet pédagogique et qui aussi devront répondre à une charte, à des critères de sécurité et de législation que je développerai, comme je te l'ai dit tout à l'heure, un peu plus loin dans d'autres vidéos. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire sur la façon d'obtenir le plus sereinement possible son BAFA. Si ce que tu viens d'entendre et de voir t'a plu, et que tu en veux un petit peu plus sur les métiers de l'animation, je te conseille de t'abonner à la chaîne, tout simplement parce que au bout d'un certain temps, quand t'es pas abonné, YouTube ne te fait plus remonter dans le fil d'actualité les vidéos qui t'intéressent. Pour ça, il faut être abonné à la chaîne.